Bonsoir. Ici aux États-Unis, l'année qui vient de s'achever a été riche en rebondissements et en surprises. Et 2020, une année électorale qui n'en sera pas moins intéressante. Mais revenons d'abord sur 2019 qui a été marquée, entre autres, par la mise en accusation du président Donald Trump à la Chambre. De leur côté, les démocrates, il y a plusieurs candidats qui se bousculent du côté démocrate pour porter les couleurs donc, de ce parti en vue d'affronter l'actuel locataire de la Maison-Blanche en novembre. Quoi qu'il en soit, Donald Trump continue de profiter des bons chiffres de l'économie, sans oublier le débat sur le port des armes à feu suite aux multiples fusillades qui ont endeuillé plusieurs communautés. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Cette législature a été marquée par l'élection record de femmes et de membres de minorités ethniques et religieuses au Congrès. Mais quand les 435 députés et 100 sénateurs se sont mis au travail, la polarisation de la politique américaine a vite pris le dessus. Les explications de Dili Diko. L'année a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont ainsi eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine. Il n'y a pas de période d'échauffement. Arrivé le 3 janvier, nous avons prêté serment et avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement. Mais le gouvernement fédéral est resté fermé jusqu'en fin janvier, retardant jusqu'à février le discours annuel du président au Congrès. Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions. Ces aspirations se révèlent rarement réalistes lorsqu'un des partis, dans le cas présent les démocrates, détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre parti, les républicains, détient la majorité au Sénat. Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une impasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage. À la mi-décembre, le Congrès avait adopté 90 projets de loi qui sont par la suite devenus des lois, faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. Cette année, les audiences de destitution du président Trump ont monopolisé la Chambre des représentants. Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur. À la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada. Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation. Quant au projet de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont cette année été mis au second plan. Néanmoins, un accord budgétaire de fin d'année a permis de financer la recherche en matière de sécurité autour des armes à feu et également la construction de certains murs frontaliers. L'âge d'achat des produits dérivés du tabac a été augmenté à 21 ans. Sur le plan international, 2019 a donné lieu à de nouvelles lois favorisant les droits de l'homme et l'autodétermination pour les Hongkongais. Nous sommes reconnaissants au président d'avoir signé cette loi. Selon les experts, cette lancée productive du Congrès devrait prendre fin en janvier, lorsque la campagne va battre son plein en vue de la présidentielle de 2020. Voilà, merci beaucoup Dili Diko. Et donc j'ai le plaisir de recevoir ici en studio avec moi Timothée Donangmai. Timothée, bonsoir. Bonsoir Abdou. Vous êtes le chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. J'ai également avec moi Henri Francisque. Henri, bonsoir. Bonsoir Abdou. Voilà, vous êtes donc journaliste ici. Alors je démarre avec vous, Tim. Dites-nous, comme l'a montré ce reportage, c'est un pays extrêmement polarisé, n'est-ce pas, au vu de ce qu'on a vu au Congrès. Tout à fait, Abdourahmane. Il faut dire que c'est un véritable jeu d'échecs que se livrent en ce moment républicains et démocrates au Congrès. Et on l'a vu donc avec la mise en accusation du président Trump, l'impeachment. Lorsque le dossier était traité au niveau de la Chambre, les démocrates qui sont majoritaires là-bas ont essayé de mettre le tout
à leur avantage, maintenant que le dossier a progressé au niveau du Sénat, où les républicains sont majoritaires et ils se promettent aussi, ces républicains, de prendre avantage de la situation. D'accord. Et Henri, même si cette année, il n'y a pas eu de shutdown, contrairement à l'année dernière, il est devenu extrêmement difficile de passer une loi bipartite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il explique? Eh bien, c'est la polarisation extrême du monde politique américain en ce moment. Polarisation dont on a vu la preuve dans la procédure de mise en accusation du président. Les républicains ont tous voté contre et les démocrates ont tous voté pour, sauf 2 qui sont passés dans le camp républicain. Malgré toutes les tentatives et tous les efforts de la majorité démocrate, personne dans le camp républicain n'a été convaincu par les arguments de l'opposition. Oui, justement, parlant de cette procédure de mise en accusation, le président Trump est le 3e à être sous le coup d'une telle procédure. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est le fait que les républicains soient bien soudés, comme le président n'hésite pas à le rappeler, ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui aura marqué les Américains, c'est la solidarité des républicains avec le président Trump. Selon certains analystes, en privé, ces républicains-là expriment un certain désespoir par rapport à certains actes du président, certaines blessures que le président lui-même s'inflige par certains propos ou certaines initiatives. Mais en public, c'est l'union sacrée des républicains en soutien au président Trump. Et on se demande donc jusqu'à où iront les républicains. Surtout qu'on a vu Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, annoncer clairement qu'il est en totale harmonie, qu'il est en coordination avec la Maison-Blanche en vue du procès d'impeachment du président au niveau du Sénat. Alors, Henri, la Chambre a voté la mise en accusation, mais les articles ne sont pas encore transmis au Sénat où le procès doit se tenir, si procès il y a. La décision de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de faire patienter tout le monde est diversement appréciée. Comment est-ce que vous la jugez, cette décision? Eh bien, la Chambre a adopté les articles d'inculpation et maintenant, selon la Constitution américaine, il faut que le dossier soit transmis au Sénat. Mais le Sénat est contrôlé par les républicains. Et les républicains, comme vous venez de le dire, par la personne du leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ont déjà dit qu'il n'est pas question pour eux de condamner le président et que ce sera un procès rapide et dont l'affaire est connue. Et évidemment, Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, aimerait avoir davantage d'atouts pour que le procès soit plus ou moins équilibré. Et c'est pour ça qu'elle garde les articles d'inculpation en attendant que Chuck Schumer, qui est le leader de la minorité démocrate au Sénat, négocie avec Mitch McConnell pour avoir un procès qui va satisfaire tout le monde. Et ce ne sera pas facile vu la polarisation du monde politique américain. À ce propos, Abdou, je crois que la principale forme de discorde entre républicains et démocrates au niveau du Sénat, c'est que les démocrates veulent faire témoigner quelques principaux collaborateurs du président Donald Trump au niveau du Sénat, ce que rejettent les républicains. Donc on est dans l'impasse. Ici, qui a vraiment plus intérêt à voir cette procédure traîner en longueur? Je vous pose la question à tous les deux. Mais dans une certaine mesure, c'est les démocrates, parce que le président Trump, il aimerait un procès rapide. Les républicains aussi, d'ailleurs. Oui, et ils disent que le dossier d'accusation est vide et qu'il faut acquitter le président rapidement pour qu'il s'attelle à sa tâche habituelle de diriger le pays. Tandis que les démocrates résistent. Donc je pense que... Mais en même temps, ils ont une campagne, ils ont un candidat à choisir. Est-ce que cela ne peut pas, disons, porter ombrage un peu à la campagne pour les primaires? Tout à fait. Et c'est là le danger, Henri.
Oui, parce que la campagne commence avec les caucus de l'Iowa en février et il est très évident que les républicains aimeraient que le procès soit terminé à cette date. En fait, il y a certains républicains qui ont dit clairement que le procès doit être terminé avant le discours sur l'état de l'Union que le président doit présenter, et le président aimerait bien sûr dire dans ce discours qu'il est exonéré, et les démocrates, eux, hésitent parce qu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer ce dossier au Sénat pour que le président puisse en faire un objet de triomphe. Et le risque dans cette affaire, c'est que les démocrates pourraient paraître des obstructionnistes aux yeux des électeurs, et donc c'est un grand danger pour nous. Oui, parce que certains disent même qu'ils sont mesquins. Oui, on va aller peut-être justement à un autre aspect, disons, de cette rétrospective de l'actualité américaine. Et pendant que tout cela se passe au Congrès, en fait, les démocrates préparent la présidentielle. Comme je le disais, à un moment où ils étaient plus de 22 candidats, et bon, certains, en fait, sont désistés après. Comment expliquer cette pléthore de candidats, y compris 2 milliardaires, Mike Bloomberg et Tom Steyer? Eh bien, c'est tout d'abord parce que les démocrates sont convaincus, encore une fois, qu'ils peuvent battre le président Trump. Et évidemment, tout le monde se presse au portillon pour une élection qui semble promettre une victoire. Évidemment, il y avait du côté démocrate une grande satisfaction quand on voyait le nombre de candidats et surtout leur diversité qui reflète celle de l'Amérique. Elle est moins diverse aujourd'hui. Mais maintenant... Julian Castro qui vient de... Oui, c'est un candidat hispanique. Il était maire de San Antonio. Il vient d'annoncer son retrait. Il s'est d'ailleurs plaint que maintenant, la plupart des candidats ne reflètent pas cette diversité ethnique des États-Unis. Alors, Tim, les démocrates doivent résoudre leurs propres contradictions, si je peux le dire ainsi. On a vu ces contradictions émerger au cours des différents débats, avec d'un côté les modérés incarnés par Joe Biden et de l'autre une aile libérale que les républicains n'hésitent pas à qualifier de socialiste. Pensez-vous que cela peut être un problème pour les démocrates en 2020? Alors, les démocrates, au départ, étaient, comme Henri l'a souligné, heureux, aux anges de voir qu'il y a tant de candidats qui se sont manifestés. Aujourd'hui, ils sont 14, il reste 14 après le départ de Julian Castro. Et c'est un problème pour les démocrates parce qu'il faut rapidement s'entendre sur un candidat pour maintenant se concentrer sur l'adversaire. Or, tant que cette campagne traînera, et ce sera à l'avantage du président Trump et des républicains qui pourront dire aux Américains, eh bien, voyez, si ces démocrates n'arrivent même pas à s'entendre sur un candidat, comment vont-ils prétendre diriger le pays? Au début, beaucoup pensaient que c'était plié pour Joe Biden. Mais là, ce n'est plus sûr, même s'il est toujours au top des sondages. Il plafonne à 30%. Il n'a jamais réussi à percer la barrière des 40%, et il a sur ses talons 2 candidats qui penchent du côté libéral, c'est-à-dire Bernie Sanders qui est environ dans les 20%, 25%, et la sénatrice Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui est également à 16-15%. Donc ce qui signifierait que les libérales du Parti démocrate représentent à peu près 40%, et les modérés serait un peu plus de 50%. Et ça montre que le parti est très divisé. Le parti est divisé. Les Américains, les démocrates d'un certain âge soutiennent Biden, mais les jeunes gravitent plutôt vers Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Et Warren. Donc ça va être une équation complexe à résoudre pour les démocrates. Ça dépendra de quelle couche va se mobiliser le plus, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Henri, la vision justement sur l'assurance maladie est aussi un autre point de désaccord. Certains pensent qu'il faut consolider l'Obamacare, d'autres comme Elizabeth Warren et Bernie Sanders estiment qu'il faut aller plus loin et instaurer ce qu'ils appellent un single-payer system. Oui, un peu le système européen. Oui. Et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce que quand même, c'est des positions très figées.
Et surtout, l'assurance maladie est une question très sensible ici. Eh bien, tout le monde tourne les yeux vers Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama. Lui, il dit que dans toute ma carrière, j'ai toujours pu unir les gens. Il dit même qu'il pourrait prendre un vice-président républicain pour montrer que l'unité est absolument nécessaire. Donc, il faudrait un médiateur parce que les deux camps sont littéralement arc-boutés sur leur position. D'un côté, les libéraux qui disent qu'il faut l'assurance santé pour tous et d'autres qui disent qu'il faut non garder Obamacare et l'améliorer. Et c'est un dossier épineux, Abdou, pour tout le monde, y compris les républicains. L'année dernière, à un moment donné, le président Trump avait annoncé que bientôt, les républicains allaient présenter un plan de réforme de l'assurance maladie. Mais depuis lors, on n'a rien vu. C'est l'un des sujets les plus difficiles de la politique américaine. Oui, et certains présentent Joe Biden comme un utopiste quand il dit qu'il peut travailler avec les républicains dans le contexte actuel aussi. Et on a le droit d'être sceptique, effectivement, avec cette polarisation de la vie politique. En tout cas, merci beaucoup. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Voilà, heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Les téléspectateurs de VOA Afrique ont été nombreux à réagir sur notre page Facebook pour ce qui les a le plus frappés sur l'actualité américaine en 2019. Hassan Omar à Djibouti nous a dit que ce qui l'a le plus marqué dans l'actualité américaine en 2019, c'est le retrait des soldats américains de Syrie sous le regard impuissant des alliés kurdes. L'autre fait majeur, c'est la mise en accusation de Donald Trump, dit-il. Kanigo Diop à Conakry écrit « Les événements qui m'ont marqué, c'est la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, tué par l'armée américaine en Syrie. Il y a aussi la séparation de migrants mineurs de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. » Jean-Claude Ngala à Kabungu en RDC retient la réussite de la diplomatie américaine et le courage de Donald Trump de dire la vérité aux dirigeants africains sans les flatter. Pour moi, Donald Trump est l'homme politique de 2019. Et puis archiduc Théodore à N'Djamena, la mise en accusation du président Donald Trump à la Chambre, c'est ce qui m'a vraiment marqué en 2019, car j'attends que la lumière soit faite sur cette affaire. Voilà donc quelques réactions, Timothée, des téléspectateurs très avertis. Il y a même la mort, effectivement, de Baghdadi, qui était un fait majeur cette année. Tout à fait. C'était un des temps forts de la politique des États-Unis ici et du président Trump qui a connu à ce moment-là un fort soutien de ses compatriotes. Tout le monde comprend que la lutte contre le terrorisme est une menace globale et quand un important chef terroriste disparaît ici, eh bien c'est un terroriste de moins. Donc il y a eu un grand soutien du président Trump durant cette période-là. Il y a aussi des téléspectateurs qui a évoqué cette question, cette crise à la frontière avec les migrants, les mineurs qui sont séparés de leurs parents. Rapidement, un mot sur ça. Bien,
Le problème de l'immigration est l'un des sujets clés de la politique du président Trump. En fait, pendant sa campagne présidentielle, il avait souligné qu'il allait construire un mur, qu'il allait résoudre ce problème et qu'il fallait simplement suivre ses instructions. Mais il n'a pas obtenu satisfaction parce que, bon, le nombre des migrants franchissant illégalement la frontière des États-Unis a beaucoup baissé parce que les États-Unis ont signé des accords avec les pays voisins, en particulier le Mexique, le Guatemala, pour que ces migrants réclament l'asile politique aux États-Unis tout en restant dans le premier pays d'accueil, qui peut être le Mexique ou ailleurs. Et évidemment, ça a réduit considérablement le nombre de migrants aux États-Unis. D'accord. Alors, Tim, un autre sujet qui a divisé démocrates et républicains, c'est le port d'armes à feu. Plus de 300 fusillades en 2019, plus de 350 morts. Il y a eu des marches un peu partout cette année après chaque fusillade de masse, mais rien ne bouge sur le plan politique. Pourquoi est-il difficile de s'entendre sur la manière de réduire cette violence due aux armes à feu? Il est difficile de s'entendre sur cette question parce qu'il est presque impossible ici aux États-Unis de trancher la question. On a d'un côté les partisans du port d'armes qui disent qu'il faut distribuer les armes aux gens, il faut faciliter l'accès aux armes. Comme ça, s'il y a un incident, s'il y a une fusillade, alors chacun a son fusil et là, peut-être qu'on peut venir à bout de l'assaillant très rapidement et limiter les dégâts. De l'autre côté, il y a ceux qui disent il y a déjà beaucoup d'armes en circulation dans le pays. Il faut donc limiter strictement l'accès aux armes. Et donc, comme on n'arrive pas à trancher la question, on n'arrive pas à prendre des mesures dans un sens ou dans un autre pour essayer de limiter la casse. D'accord. Et pour beaucoup d'Américains, Henri, le deuxième amendement est sacré, mais beaucoup sont aussi en faveur, par exemple, des mesures comme les enquêtes sur les antécédents des acheteurs. Mais au Congrès, on a du mal à avancer. Et pourtant, l'opinion semble en faveur d'au moins des changements comme des enquêtes sur les antécédents. L'opinion, évidemment, dit que si l'on réduit le nombre des armes, ça va réduire le nombre d'incidents, de fusillades de masse, etc. Et pourtant, l'année qui vient de se terminer en 2019, l'État qui a eu le plus d'incidents de masse est la Californie, qui pourtant est l'un des États où le port des armes est très limité et rigoureusement contrôlé. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas été possible aux chercheurs de trouver une solution miracle pour réduire le nombre de victimes de fusillades aux États-Unis, parce que est-ce qu'il faut réduire le nombre des armes et limiter le port d'armes? Bon, oui, c'est une bonne idée, mais ça n'empêche pas qu'il suffit que quelqu'un ait une arme automatique, il peut dans un seul coup tuer beaucoup de gens, et c'est le cas de la Californie où le port des armes est très limité. Et sans compter, Henri, avec la NRA, le puissant lobby et des partisans du port d'armes, qui est très très puissant, qui est très actif sur tous les fronts, notamment politiques. Et c'est ce qui fait que trancher cette question est si difficile. 2020, ça va être un des thèmes de campagne aussi, n'est-ce pas, pour 2020? Tout à fait, tout à fait. Et ça fait que les politiciens hésitent un peu à investir un capital politique pour essayer de résoudre un tel problème, alors que de toute évidence, on n'arrive pas à trancher la question fondamentale. Mais on a vu aussi que lors des élections de mi-mandat, l'année dernière, en 2018 plutôt, les partisans de la réglementation ont beaucoup investi dans la campagne pour les démocrates et ça semblait porter ses fruits. Oui, parce que les partisans de la limitation du port d'armes ont décidé de concentrer leurs efforts au niveau des États. Ils ont compris qu'au niveau fédéral, avec le blocage présenté par la NRA, le lobby des armes, il est plus facile d'obtenir des résultats ponctuels en allant par exemple dans l'État de Californie, dans l'État de New York, où les législatures sont plus favorables au contrôle de port d'armes. Donc l'effort est fait maintenant au niveau local en priorité et pas au niveau fédéral. Tout à fait. Alors Tim, sur la base de votre expérience, 2020, c'est une année électorale. Qu'est-ce qui va changer cette année pour vous, sur le plan politique, la campagne?
Bon, 2020, je dois déjà dire à titre personnel que nous commençons l'année d'un bon pied parce que en 2019, nous avions travaillé un mois, tout le mois de janvier, sans être payés. Voilà, donc l'année commence mieux pour nous. Mais ce qui va changer, c'est que la politique, ça va être la politique 24 heures sur 24, à la radio, à la télé, dans les journaux. Et donc, on va être vraiment inondé par tous ces messages-là. Et quelque part, ça va être difficile de faire la part des choses quand on est noyé sous ce flot d'informations. Oui, parce qu'il y aura à la fois l'impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation du président, et il y a possibilité que la campagne électorale ait lieu en même temps. Donc, les journalistes auront du pain sur la planche. Alors, donc, toujours sur les perspectives de 2020, Timothée, l'économie va continuer à être un sujet important. C'est une économie qui a beaucoup évolué l'année écoulée. Au grand plaisir du président, en fait, non? Tout à fait. Et même si certains démocrates disent que ça a commencé sous Obama, mais ça profite beaucoup au président, n'est-ce pas? Oui, et les chiffres du chômage continuent de dégringoler. Il y a de moins en moins d'Américains qui vont déposer des demandes pour les allocations chômage, ce qui signifie que l'emploi est fort au niveau national. Donc, c'est un dossier qui est gagnant pour le président Trump. Mais le fait est que le président parfois prend certaines initiatives qui brouillent ce message-là, et ses camarades républicains aimeraient qu'il se concentre justement sur l'économie, sur les résultats économiques pour faire avancer son... Le taux de chômage est le plus bas depuis 50 ans, Il y a à 3,7% de taux de chômage. Les minorités, disons les Afro-Américains et les Hispanos, les Latinos, en fait, le président pense que ça peut l'aider. Et il cite aussi le fait que à la bourse de New York, le Dow Jones est à son niveau le record et qu'il a beaucoup augmenté. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'observateurs qui disent que l'amélioration de l'économie n'a pas profité à tout le monde et qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivotent et qui arrivent tout juste à joindre les deux bouts, alors qu'au niveau des plus riches, les bons temps sont revenus. Tout à fait. Nous avons peut-être le temps d'évoquer rapidement peut-être, disons, la diplomatie. Sur le plan diplomatique, peut-être le président a marqué des points au niveau de l'OTAN. Il a réussi à augmenter les contributions, même si son style n'a pas toujours été bien apprécié, mais c'est le résultat qui compte. Mais de notre côté, on a la Corée du Nord, malgré la rencontre historique avec Kim Jong-un, ça semble piétiner. Comment est-ce que vous l'appréciez, tout ça? Tout à fait, Abdou. Le dossier de l'OTAN, c'est une grande victoire pour le président Trump, parce qu'au départ, quand il s'en prenait aux alliés au sein de l'OTAN, voilà, aux mauvais payeurs, il se faisait rabrouer par les démocrates qui disent mais c'est pas croyable, ça c'est une alliance que nous avons depuis des décennies, et comme ça le président s'en prend à nos alliés, vraiment c'est pas sérieux, voilà, ils ne vont plus nous prendre au sérieux, ils ne vont plus prendre les États-Unis au sérieux. Eh bien cette persistance du président Trump a payé, et maintenant il y a une meilleure répartition des charges, des coûts au niveau de l'OTAN, et ça c'est un dossier que le président Trump peut présenter comme une victoire. Côté Corée du Nord, le président, il me semble, a été trop optimiste dans sa politique personnelle en direction du leader nord-coréen. À un moment donné, on a vu ces rencontres au sommet, on a même vu la rencontre dans la zone de démarcation en Corée. On a franchi la limite pour la première fois. Pour la première fois. C'était historique, mais malheureusement, depuis lors, ça piétine. Oui, tout à fait. Et depuis lors, on va voir ce que 2020 nous réserve du côté de la péninsule coréenne. Voilà, en tout cas, rapidement, en quelques secondes, des vœux pour nos téléspectateurs. On arrive presque au terme. Pour nos téléspectateurs, nos vœux de bonheur, de santé et de stabilité dans les pays de notre zone de couverture. Henri? Et mes vœux, c'est qu'il y ait moins de jeunes migrants africains qui prennent le risque de partir à l'étranger au péril de leur vie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis.
Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. Très bonne année 2020. À très bientôt. Au revoir.